Hello, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathanaëlle. Du coup, je m'appelle Nathanaëlle. J'ai 23 ans, je suis belge d'origine congolaise et aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Tout a commencé un samedi en octobre 2001. Je suis née dans une famille, si je peux dire lambda. Je suis issue d'une fratrie de 4 enfants, je suis la troisième. J'ai un grand frère, une grande sœur et une petite sœur. Mon enfance était je dirais que j'ai une enfance vraiment normale. J'ai grandi dans une famille très soudée. Moi, j'ai grandi avec mes cousins, mes cousines. Ça veut dire qu'à la maison, il y avait toujours plein de monde. On était vraiment dans un environnement familial très jovial. Si on n'était pas chez moi, on était chez mes cousines et on était vraiment... En fait, on est une grande famille et on était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble. Il faut savoir que j'étais un enfant très attendu dans ma famille. Et donc voilà, j'ai grandi dans ce cadre familial très jovial, où on était très soudés, on était toujours tous ensemble. Au niveau de ma personnalité, je dirais que j'étais un enfant... J'ai toujours été une personne très créative. J'étais un enfant vraiment très jovial, avec une personnalité déjà très forte quand j'étais petite. Donc voilà, j'étais une enfant heureuse. Pas facile à vivre, parce que j'avais déjà donc un fort caractère. Mais partout là où j'allais, je m'adaptais. Pardon. Partout où j'allais, je m'adaptais à l'environnement. J'étais vraiment une petite lumière, si je peux me définir, si je peux définir ma personnalité quand j'étais petite. Et sinon, dans mes souvenirs, j'étais vraiment une fille à papa. Moi, j'étais extrêmement, extrêmement proche de mon père. On était tout le temps ensemble. Là, il y avait mon père, il y avait moi. Là, il y avait moi, il y avait mon père. Donc, j'étais une petite fille qui aimait énormément, énormément son papa. Mais malheureusement, une tragédie est arrivée à ma famille en 2007. J'ai perdu mon papa dans des manières assez... dans des conditions assez spéciales. On s'y attendait pas, c'était pas prévu, c'était pas quelque chose auquel on s'attendait. C'est arrivé très rapidement et ça a clairement détruit quelque chose en moi. J'étais petite, mon père est décédé, j'avais 5 ans, j'allais sur mes 6 ans. Le jour où j'ai appris son décès, je me rappellerai toute ma vie. C'était un jour d'été et toute ma famille était à la maison. Et il y avait quelque chose en moi qui a... En fait, j'ai senti que quelque chose me manquait directement. Le jour même, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais il y a une phrase qui m'est venue en tête. C'était Nathanaël, tu dois grandir vite. Tu n'as pas le choix, tu ne seras pas comme les autres enfants. Quand tu as un enfant, tu es innocent, tu t'attends pas à ce que quelque chose de grave t'arrive. Tes parents, tu les vois comme tes héros. Et là, je me suis dit, mais en fait, la vie, elle est bizarre. Et j'ai compris que mon père n'allait jamais revenir. Et c'était, on va dire, le début des problèmes. Aux alentours de mes 5, 6, 7 ans, j'ai commencé à prendre du poids émotionnel. J'ai appris que ça s'appelait comme ça, du poids émotionnel. Et je ne saurais pas vous expliquer comment, mais le vide que mon père m'avait laissé entre parenthèses a fait que j'ai commencé à prendre du poids. Ça veut dire que j'étais un enfant non seulement... en fait, j'étais un enfant en surpoids. Mais avant d'être un enfant en surpoids, j'étais un enfant qui était déjà avec une certaine morphologie. Vous savez, en Afrique, les enfants les gens ont des morphologies différentes que les personnes en Occident. Mais j'étais déjà catégorisée comme une personne différente alors que j'étais qu'un enfant. Et suite au surpoids est venu naturellement, enfin c'est pas normal, mais bon, naturellement, l'harcèlement. J'ai commencé à vivre le harcèlement des autres enfants ainsi que des adultes. En fait, je comprenais pas pourquoi les adultes étaient méchants avec moi. Pour moi, les adultes, déjà du fait que j'avais plus mon papa, enfin pour moi, les adultes, quand j'étais petite, je les voyais vraiment comme des personnes qui peuvent nous aider, des super-héros quoi aussi. Sauf que c'est les personnes qui m'ont le plus détruite par leurs mots, par leurs actions. Et j'ai même vécu des choses qui en primaire me marquent jusqu'aujourd'hui. Pour parler du début de mon adolescence, j'étais vraiment la funny friends. J'étais vraiment l'amie qui était là pour faire rire les autres. J'étais vraiment l'amie de bonne compagnie. Mais j'avais quelque chose en moi qui faisait toujours que j'étais différente. En fait, c'était tout simplement mon surpoids. Qui faisait que j'étais différente, qui faisait que j'étais jamais mise en avant. Pourtant, au fond de moi, je savais que j'avais certains rêves, je voulais faire certaines choses, mais j'étais toujours l'amie qui était là pour faire rire, l'amie qui était là
pour la vibes en fait, c'était vraiment juste ça. Ensuite à l'âge de 14 ans, j'ai intégré un centre pédiatrique qui aidait les jeunes adolescents à perdre du poids. Je suis arrivée là-bas et j'avais déjà dépassé les 100 kilogrammes, donc à 14 ans. Dans ce centre pédiatrique, il y avait aussi, une partie pour, tout ce qui était aide scolaire et cetera parce que, dû à l'harcèlement que j'avais pu vivre, dû à mon environnement de vie aussi, l'école, c'était vraiment catastrophique. L'école, c'était vraiment, vraiment catastrophique. Et donc, ce centre pédiatrique, pour moi, c'était vraiment un endroit où je pouvais combiner le fait que je voulais perdre du poids et retrouver une certaine retrouver une scolarité normale. J'ai fait 2 ans là-bas, donc j'ai fait 2016 à 2018. Et ça a été très bénéfique pour moi parce que j'ai appris comment manger, j'ai appris comment est-ce que le corps humain fonctionnait, comment le sport était important pour le corps, etc. J'ai perdu 18 kilos. J'avais éventuellement un suivi psychologique là-bas. Je vous avoue que moi, quand je suis sortie de là-bas, je pensais que c'était bon. Il fallait que je perde encore 10-15 kilos et que tout allait bien se passer, que la suite allait être bien. Mais en fait, c'était le début des vrais problèmes. Et en fait, ce qui s'est passé en 2018 quand j'ai quitté le centre pédiatrique, c'était que j'étais en dépression lente. En fait, j'avais tous les symptômes d'état dépressif, sauf que j'étais pas encore... en fait, je pense que j'étais en dépression, mais ma dépression n'était pas encore vraiment... Elle n'avait pas encore éclaté, on va dire, au grand jour. Et c'était la descente aux enfers. Moi, de base, je suis une personne très coquette. Partout où je vais, je suis toujours très apprêtée, je prends toujours soin de moi, j'aime toujours apparaître vraiment sous mon meilleur angle. Sauf que je commençais à être de plus en plus éteinte. Cette joie de vivre que j'avais, je ne l'avais plus. Je commençais à m'éloigner un petit peu de mes amis, des gens, de ma famille. Et tout le monde me demandait, Nat, est-ce que ça va? Et je disais, oui, ça va, mais intérieurement, il y a quelque chose qui n'allait pas, mais je ne savais pas l'expliquer. Avec le temps, j'ai compris que ce qui s'était passé à cette période-là, c'était que j'étais en train de me chercher. Et c'était une phase de ma vie où toutes mes blessures intérieures, tous mes traumas refaisaient surface. Parce que je vivais entre le présent, le passé et j'appréhendais le futur aussi. Et j'ai commencé à me renfermer sur moi-même. Et là, j'avais créé en fait mon monde, j'avais créé mon univers où j'étais seule, seule contre tous, si je peux dire ça comme ça. Et donc voilà, c'était vraiment cet écart-là entre le passé, le présent et le fait d'appréhender le futur. Il y avait aussi un fossé entre celle que je voulais être et celle que j'étais. Et même par rapport à ce que j'avais vécu quand j'étais petite, je me posais tellement de questions. C'est une période où je me demandais, mais en fait, pourquoi ci, pourquoi ça? Et c'était une phase en fait où je me suis retrouvée seule euh, dans ma tête, seule dans mes blessures, dans mes traumas. Et je me suis créé en fait un monde hyper dangereux pour moi-même. Alors déjà, il faut savoir que depuis que je suis petite, ben, je veux perdre du poids. Enfin, je voulais perdre du poids parce que les autres me faisaient comprendre que j'étais différente, que ci, que ça. Donc j'ai toujours voulu perdre du poids. Et même par rapport à mon surpoids, j'ai toujours su que je n'étais pas celle que je voulais vraiment être, dans ce corps-là en tout cas. 2020, donc ma situation faisait que s'aggraver. J'étais toujours encore plus dans le noir. Ma dépression, elle était en train de grandir encore plus. Et là, on arrive en 2021, qui est l'année la plus difficile de ma vie. Je dirais que c'est la pire année de ma vie. Et c'est l'année où tout a basculé. J'étais arrivée à un stade où j'étais dans une tristesse tellement extrême et profonde que je m'étais perdue officiellement. J'étais moi, mais j'étais plus moi en fait. Genre, j'étais Nathanaël, mais dans ma tête et même physiquement, je savais pas en fait, je ne savais pas expliquer ce qui se passait. Euh, et là, j'étais vraiment rentrée dans quelque chose de très très noir. Pour ceux et celles qui me suivaient déjà à cette époque-là, j'avais quitté les réseaux pendant quelques mois. Et on me demandait tout le temps, oui, mais Nat, pourquoi tu maquilles plus? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Les gars, j'étais entre la vie et la mort, dû à ma dépression. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Enfin, c'est ce que je vivais à cette époque-là. Cette période-là, j'avais décidé de me choisir moi. J'avais décidé de me mettre en avant. Et il y a eu ce jour-là où je me maquillais. Je faisais une vidéo maquillage comme d'habitude. Sauf que il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'étais morte de l'intérieur. En fait, j'étais vraiment comme il n'y a plus rien qui va pour moi. Et je savais que c'était le jour de trop. Je savais que c'était le jour où j'avais fait semblant
trop longtemps et que je vais vraiment tout couper. Et donc, ce jour-là, c'était juste un petit peu avant de quitter les réseaux et la souffrance que je ressentais, le mal-être que je ressentais, je pense que c'est une douleur que je m'en rappellerai toute ma vie. Ça m'a détruit, ça m'a pris du temps à comprendre, et même moi, comme je vous ai dit juste avant, je comprenais pas ce qui se passait, mais j'étais vide. C'était comme si, mon cœur était ouvert, il était, à vif et il y a que du sang qui sortait. Tellement la douleur était immense, tellement que la douleur elle était grande. Ouf! Je désactive mes réseaux, et en fait, ce qui se passe, c'est que je me retrouve face à mes propres démons, face à mes problèmes et je commençais à me dire: «Mais en fait, Nat, il faut faire quelque chose parce que là, ça va vraiment pas. Ça va vraiment pas, tu es malheureuse, tu es en dépression». J'étais dans une profonde tristesse, en fait et autour de moi, il y a personne qui comprenait ce qui se passait. Comme je dis, même moi, je comprenais pas ce qui se passait, mais j'avais créé mon propre monde, mon propre univers qui est en train de me détruire à petit feu, en fait. J'ai vite compris que c'était mes blessures intérieures et mes traumas de l'enfance qui refaisaient surface et qui prenaient beaucoup d'espace dans ma vie. Et en fait, je savais pas comment gérer tous ces traumas-là. Je savais pas comment gérer tous ces mots que j'avais reçus, tout ce mal-être-là que j'avais accumulé pendant des années. Et là, j'ai commencé un énorme travail psychologique, enfin mental ainsi que spirituel. C'était une vraie période de combat parce que d'un côté, je voulais m'en sortir et aller mieux, mais de l'autre côté, le fait de comprendre d'où venaient ces mal-être me mettait encore plus dans un état dépressif. Et c'est une période où j'ai développé de l'anxiété et de l'angoisse. Ce qui m'a menée un jour aux urgences. Et donc ce jour-là, j'étais chez moi, mes parents étaient au salon et je vais vers eux, je leur dis: «Écoutez, vous devez m'emmener aux urgences maintenant». Mes parents me voyaient prendre du poids, ils me voyaient, hem, ils voyaient que je n'allais pas bien, mais ils ne savaient pas comment, m'aider. Ils ne savaient pas comment m'aider. Ils disaient juste: «OK Nat, apprends à manger, fais du sport» et cetera. Mais le problème était beaucoup plus profond que ça. Il y a que mes sœurs qui étaient au courant de ce qui se passait vraiment, mais mes parents ne comprenaient pas. Ils me disaient: «Mais Nat, pourquoi on va t'emmener aux urgences?» Je leur dis: «Écoutez, si vous ne m'emmenez pas aux urgences maintenant, je ne sais pas comment ça va se finir cette histoire, mais il faut qu'on aille aux urgences». Et c'était la période où il y avait, le couvre-feu en plus, donc ils avaient trop peur de choper une amende. Mais du coup, on arrive aux urgences, ils me laissent et le médecin me dit: «Madame, votre cœur bat beaucoup, beaucoup trop vite». Et je savais que ça n'allait pas à l'intérieur de moi, que j'étais en dépression, mais je lui dis: «Je sais pas». Il me dit: «Mais ça va vraiment pas, il y a quelque chose. Dites-nous ce qui ne va pas». Je lui dis: «Je sais pas». Il me dit: «OK». Il me dit: «Enlevez vos chaussures». J'étais en mode: «What?» Et en fait, le stress était même arrivé au niveau de mes pieds. Je sais pas comment on sait voir ça, mais c'est ce qu'il m'a dit. Finalement, le médecin m'a laissé rentrer chez moi, étant donné que je lui ai dit que j'avais rien du tout, alors que j'étais limite en train de mourir. Et les jours qui ont suivi étaient encore plus compliqués. Franchement, ces jours... En fait, les jours de 2021 ont été les plus durs de ma vie parce que dans les jours qui ont suivi ma crise à l'hôpital, euh, je voulais plus être de ce monde. Et je me rappelle d'un jour où je suis sortie et mes frères et sœurs m'appelaient parce qu'ils savaient quelque chose qui n'allait pas. Euh, et je voulais pas répondre. Je voulais pas répondre. Pour moi, c'était vraiment la fin. En fait, pour moi, je ne savais plus rien faire. Et j'ai pensé à ma mère, à mes frères et sœurs, et je me suis dit: Nat, il faut que tu fasses quelque chose pour t'en sortir. Parce qu'en fait, mes jours étaient de plus en plus pires. En fait, je voulais m'en sortir, j'avais compris ce qui n'allait pas, donc mes traumas, l'harcèlement, tout ce que j'ai vécu, mais il n'y a rien, rien, rien qui n'allait. Et ce jour-là, je suis rentrée chez moi. Ma dernière option, c'était de prier. Ça fait très cliché, mais c'est ce qui m'a sauvée. C'est vraiment ce qui m'a sauvée. Je me rappelle ce jour-là, être rentrée chez moi. J'ai prié et j'ai prié. J'ai dit: Seigneur Jésus, je veux que ma vie soit transformée. Je ne veux plus rester euh, dans la dépression. Je veux que tout change. Je veux vraiment changer. Je veux un 360 de ma vie. Et si si j'ai pas des signes ou si ma dépression ne part pas, pour moi, j'ai rien à faire sur cette terre en fait. C'était ma prière et
Après avoir prié, j'étais hyper apaisée alors que je venais d'anxiété énorme. Tout n'était pas parti, mais j'étais sereine. Et c'est à partir de cette période-là que j'ai vraiment commencé à chercher euh, le pourquoi du comment de ma venue sur Terre. Et j'ai commencé à prier, à prier, à prier, ce qui m'a fait énormément de bien. Et c'est à cette période-là, donc on est à mi-2021, que j'ai fait que j'ai fait ma vraie rencontre, on va dire, avec Dieu. Et ensuite, j'ai ressenti comme une voix intérieure qui me disait que mon processus de changement, le processus de ma transformation allait commencer par le pardon. And I was like, pourquoi? Genre, pardonner qui? Quoi? Et j'ai commencé à pardonner les personnes qui m'avaient fait du mal. Une fois que j'ai commencé à pardonner, c'est là que j'ai commencé à sentir un poids qui partait de mes épaules. Je pense qu'en parallèle, enfin, le poids que j'avais aussi, c'était une accumulation de de tous les problèmes que j'avais. Et le fait d'avoir commencé à pardonner, ça a libéré quelque chose en moi. Et j'étais beaucoup plus... euh, je me sentais beaucoup mieux dans mon cœur. J'avais moins de peine. J'avais plus ce truc-là où je voulais pas forcément du mal aux gens, mais c'était plus, je leur en voulais de m'avoir fait du mal. C'est plus dans ce sens-là. Ça se transformait plus en empathie. Je me disais, mais en fait, ces personnes-là m'ont fait du mal, mais peut-être qu'elles-mêmes, elles sont mal dans leur vie. Et j'ai commencé à avancer comme ça avec... c'est comme ça que les choses ont commencé à avancer, c'était avec le pardon. Je dirais que le pardon, c'est ce qui m'a permis d'avancer dans la vie. Et j'étais officiellement en train de sortir de ma dépression, de sortir de mon mal-être en fait. J'avais une vision claire de la personne que je voulais devenir, de la personne que je voulais être pour ma vie. Donc 2021, ça a vraiment été une année où je me suis vraiment focus sur le mental, sur le spirituel. Euh, et fin 2021, j'étais prête pour 2022. Après avoir fait un énorme ménage psychologique et spirituel en 2021, j'étais prête à attaquer 2022 sur le plan physique. En 2022, je me disais, cette année c'est mon année. Je pense comme tout le monde, chaque année on commence en disant cette année c'est mon année. Et je me disais 2022 ça va vraiment être mon année. Et le 1er janvier, je me dis cette année j'ai envie de perdre du poids. Mais vas-y, on dit tout ça le 1er janvier. Le 4 janvier, je vais acheter une balance. Donc le 4 janvier 2022, je vais acheter une balance. Il faut savoir que pendant toute ma dépression, pendant toute cette période-là, je ne me pesais pas. J'étais vraiment chez moi, enfermée. Et j'étais donc dans un déni total. 4 janvier 2022, je vais acheter une balance. Je rentre chez moi, je me pèse. Et le verdict de 4-5 ans de dépression, de trauma, de tout, le verdict a éclaté. Je me pèse et je fais 133 kilos. Je faisais 133 kilos à 20 ans. Je ne savais pas marcher. Je ne savais pas respirer. Je faisais 4 pas. J'étais essoufflée. Je montais des escaliers. Il me fallait 15 minutes pour m'en remettre. C'était catastrophique. C'était vraiment... Je me suis dit, il faut faire quelque chose là. Il faut vraiment faire quelque chose. Bizarrement, j'ai eu mon déclic, pas le jour même, mais quelques temps après. J'avais une sortie avec des copines à moi et je commençais un peu à renouer avec mes amis. Je leur expliquais que j'étais dans une dépression, etc. etc. Même si ce n'était pas évident d'en parler. On avait réservé un spa privatisé pendant 3 heures. Et tout le monde disait oui, il faut ramener ci, il faut ramener ça, il faut ramener un maillot. Et moi je me disais mais non en fait. Et j'ai fait semblant d'avoir oublié mes affaires. C'est-à-dire que je me suis retrouvée pendant 3 heures sur le canapé. Euh, J'étais méconnaissable. Quand je regarde ces photos aujourd'hui, j'arrive pas à croire que je suis passée par là. En fait, ce qui se passait, c'est que j'achetais toujours des vêtements très larges pour me cacher dedans. Mais en fait, on voyait que moi au final. Et en voyant cette photo, en fait, j'ai eu mon déclic. Ce jour-là, je me suis vraiment regardée. J'ai vraiment regardé la réalité en face de toutes ces années euh, où j'avais vraiment nié, en fait, la réalité de ce qui se passait. Et je me rappelle ce jour-là, j'ai pleuré toute la nuit. Et je me suis dit, Nat, il faut encore... Le travail a été fait, dans la tête, ça a été fait, mais maintenant il faut faire quelque chose parce que c'est... Je peux pas rester comme ça. J'ai que 20 ans, je peux pas rester comme ça. J'avais adopté une discipline extrême. J'ai changé ma manière de manger du jour au lendemain. Quand je suis rentrée dans mon week-end avec mes copines, je me rappelle avoir pris ma voiture, avoir été au magasin, j'ai fait des courses healthy. Je tapais sur Pinterest healthy, menu, tout ça.
exercice de sport et tout. Enfin, j'ai changé ma vie vraiment radicalement. Même mon sommeil, je dormais 8 heures par nuit. J'ai adopté vraiment des habitudes saines. Et les premiers jours, j'ai perdu, genre, la première semaine, je pense, j'ai perdu 5 kilos. Il faut savoir que quand on vient d'un poids extrême et qu'on commence à perdre du poids, qu'on change radicalement, on perd assez rapidement. Et donc, j'ai commencé comme ça, 2022, j'ai réappris à manger, j'ai commencé à faire du sport aussi. Au début, je faisais de la marche, je faisais un peu d'exercice dans ma chambre, puis j'ai commencé à alterner marche et course, etc. Enfin bref, voilà. Cette fois-ci, je devais vraiment me prouver à moi-même que j'étais capable de sortir de ce gouffre-là et de vraiment avoir des résultats. J'ai fait mes programmes de sport seule. J'ai vraiment tout fait. Enfin, j'ai fait cette perte de poids vraiment toute seule. J'ai lu des livres, j'ai regardé des documentaires, vraiment tout pour savoir sur le corps humain, sur l'obésité, sur vraiment tout. J'étais vraiment en train de me construire, non seulement physiquement, mais encore une fois mentalement. Je faisais un travail où en fait, j'étais en train de m'enseigner euh, sur tellement de sujets, sur tellement de choses. Après, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup apprendre, mais c'était vraiment comprendre le pourquoi, du comment, de ci, de ça, aligner tout ça et le mettre en action dans ma vie, ce qui a été très bénéfique. En 2022, fin 2022, j'ai perdu 23 kilos. Je suis passée de 133 kilos à 110 kilos par mes efforts, par ce que j'avais mis en place, etc. Sauf qu'en arrivant en fin 2022, je me suis rendu compte que, ma belle, t'as perdu 23 kilos, c'est bien, mais pour ceux et celles qui ont connu la perte de poids ou la transformation physique, savent que quand tu veux perdre du poids, tu dois manger perdre de poids, tu dois dormir perdre de poids, tu dois réfléchir perdre de poids et au moindre écart, ton programme il est foutu. Il est vraiment foutu. Et je pense que je m'étais assez prouvée de ce que j'étais capable de faire mentalement. J'avais adopté déjà la discipline que je voulais avoir pour ma vie, on va dire. Et donc on arrive en 2023. Et là, on est en janvier. Je pense que toujours en janvier, je prends des décisions, moi. On arrive en janvier 2023. Et là, je me dis, ok, c'est bien, j'ai perdu 23 kilos, mais c'est pas assez. Encore une fois, quand tu viens d'un poids très élevé et que tu perds, on va dire 15-20 kilos, tu vas jamais vraiment, tu vas ressentir un changement, mais tu vas pas vraiment voir les résultats. J'étais loin d'avoir atteint mon objectif final. Euh, et donc, on est en janvier 2023 et je me dis, ok, j'ai déjà entendu parler des chirurgies bariatriques, des, euh, des chirurgies de l'estomac, etc. Je ne me connais pas plus que ça, mais je pense que je vais me lancer dans cette aventure-là. Moi, il faut savoir que de base, je suis une grande peureuse, mais là, je me suis dit, Nat, réfléchis pas trop. En fait, j'avais tellement de rêves, d'objectifs, et je savais tellement qui je voulais devenir dans la vie que je suis partie vraiment tête baissée. En moins d'une semaine, j'ai décidé de me faire opérer d'une chirurgie bariatrique. Ça veut dire que lundi, je me suis dit, je vais me faire opérer. Mercredi, j'ai dit, c'est mort, en fait, je vais jamais faire ça parce que c'est la folie. Et vendredi, j'ai pris rendez-vous avec la clinique. J'ai mon premier rendez-vous le 15 février 2023 et je me suis fait opérer le 15 mai 2023. Une chirurgie bariatrique, une chirurgie de l'estomac, ça consiste à ce qu'on enlève une partie de l'estomac, donc on réduit la taille de l'estomac pour perdre plus vite du poids. Et il y a tout un processus derrière ce concept-là, mais on t'enlève un bon 70-80% de l'estomac pour perdre du poids. Pour moi, je me suis dit, c'est ce qui est bon à faire. Ma famille m'a regardée et m'a dit, t'es sûre de vouloir faire ça? Je leur ai dit, écoutez, j'y vais tête baissée encore une fois parce que je ne peux plus rester comme ça. Ça veut dire que je me suis dit, si je continue comme ça, je vais perdre du temps, je vais passer En fait, je ne suis pas celle que je veux être. Et il faut que j'atteigne mon objectif de perdre de poids pour vraiment être moi-même. Même, j'ai envie d'être libre, j'ai envie d'être... Parce que, en fait, j'étais dans une prison. J'étais dans une prison. Avant, c'était mental. Ensuite, c'était physique. Je voulais juste changer de vie, en fait. Donc, pour moi, c'était la bonne décision. Je me suis fait opérer le 15 mai 2023. J'étais hyper contente avant l'opération. Je me suis dit, trop bien, ça va bien se passer. Je vais enfin changer de vie. Je sais que c'est un processus très lourd et très dur. Je m'étais bien évidemment renseignée dessus avant. Mais quand on m'a opéré, enfin, au réveil de mon opération, je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Dès mon réveil, c'est une opération qui va très vite, hein, mais dès mon réveil, je sentais qu'il y a un truc à l'intérieur qui n'allait pas. Vous allez me dire, bah, tu viens de te faire couper 80% de l'estomac, c'est normal. Sauf que c'était autre chose parce que normalement, après cette opération-là, tu ne ressens pas de douleur. Euh, et je me rappelle m'être réveillée, appeler les infirmières et leur dire, s'il vous plaît, endormez-moi, j'ai mal.
Et là, je repars en m'endormant. Euh, on me monte dans ma chambre. Donc ça, c'était en salle de réveil. On me monte dans ma chambre, il y avait toute ma famille qui était là. Et il y a un truc qui n'allait pas, je le sentais. Je me réveille, je vois toute ma famille dans la pièce, mais je dis, écoutez, appelez les infirmières, qu'on me mette sous morphine, je ne vais pas bien. Tout le monde me regarde en mode, la meuf, elle parle à moitié endormie. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Et donc c'est une opération, normalement, le lendemain, on rentre à la maison. Sauf que je n'allais pas bien, je leur dis, je ne peux pas rentrer comme ça demain. Et elle me dit, mais ça va aller, t'inquiète, etc. Enfin, la chirurgienne me dit, ça va aller, t'inquiète. Et donc le même soir de mon opération, j'étais censée savoir boire quelques gorgées d'eau. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à vomir des couleurs que je n'avais jamais vues de ma vie, pour ne pas rentrer dans les détails. Et ça ressortait comme pas possible. Et j'étais pas paniquée parce que je me disais peut-être que c'est juste mon corps qui réagit à l'opération qu'on m'a faite. Donc les infirmières viennent, elles me disent bah peut-être c'est une réaction à votre opération, mais sans plus. Mais donc j'étais incapable. En fait mon cerveau et même en fait j'étais juste incapable de manger. Enfin j'étais incapable de même boire ne fût-ce qu'une gorgée d'eau parce que j'étais pas bien intérieurement. Je sentais quelque chose qui n'allait pas. Donc le lendemain la chirurgienne vient pour faire un contrôle. Et je lui dis, ben, la nuit, j'ai vomi. Je me suis réveillée parce que j'avais une envie pressante de vomir. Et elle me dit, mais ok, d'accord, mais peut-être que c'est votre corps qui réagit, etc. etc. Ne sortez pas aujourd'hui, ben, on va encore vous garder jusque demain. Donc, je suis sortie de l'hôpital le 17 mai. Et c'est là, encore une fois, que les problèmes ont commencé. On ne pouvait pas me laisser seule. Ma famille a été là pour moi, mais de manière vraiment constante. J'étais vraiment dépendante d'eux. Ils avaient peur parce que, en fait, j'avais des crises de douleur. Ça veut dire que j'avais mal, mais c'est pas en mode j'ai mal et je me tords de douleur. Je hurlais dans toute la maison parce que je me sentais pas bien. Je sentais quelque chose qui n'allait pas et je dormais. Enfin, il y avait un seau à côté de moi et je vomissais. Encore une fois, pas trop rentrer dans les détails, des quantités assez assez inquiétantes. Mes parents se disaient toujours, bah, ok, peut-être c'est vraiment juste la réaction à l'opération, mais ça commence à devenir bizarre cette histoire. Et à un moment donné, ça se calmait et puis ça revenait, etc. Et après 3 jours, on a essayé de contacter ma chirurgienne pour lui dire que je réagissais vraiment mal et qu'il fallait que j'aille à l'hôpital. Euh, Elle me disait qu'il fallait que j'aille voir mon médecin traitant. J'étais voir mon médecin traitant et lui me dit bah, peut-être c'est une réaction à l'opération. Attends, prends des calmants, etc. etc. Et donc j'attendais. Et là, une semaine, et j'étais extrêmement faible. Il n'y a rien qui n'allait. J'étais incapable de boire de l'eau et de manger. Et on a dit qu'il fallait attendre 3 semaines avant de consulter. Et là, en fait, en 3 semaines, je n'ai rien bu et rien mangé. Tout ce que je mangeais et que je buvais, je le revomissais. Et après 3 semaines, j'avais encore un contrôle chez ma chirurgienne et j'étais arrivée à un stade où mentalement, j'avais le cerveau qui n'avait rien. Donc, je buvais pas, je mangeais pas. Tout ce que je buvais, je mangeais, je le revomissais. Donc, il n'y avait rien dans mon corps, on va dire, de nutritif. Et ça veut dire que je perdais l'équilibre. Je me levais et je retombais directement. Et même au niveau de mon cerveau, j'étais incapable de réfléchir. Et limite, les décisions que je devais prendre, c'était mes proches, enfin ma famille qui les prenait. On a été faire le contrôle et j'arrive chez la médecin. Quand vous faites une opération bariatrique, vous avez des cicatrices au niveau du ventre. Pour la petite anecdote, moi j'en ai, enfin elles sont presque disparues aujourd'hui. Mais donc elle me dit, ok, les cicatrices vraiment top, mais vous avez perdu 15 kilos en 3 semaines. C'est beaucoup trop. Et j'étais incapable de parler ou quoi que ce soit, donc j'étais juste assise et je la regardais. Et c'est mon frère qui était avec moi et il disait mais elle mange pas, elle boit pas, elle sait rien faire du tout. Il y a quelque chose qui va pas. Puis elle dit ah mais oui mais en fait il y a quelque chose ça va vraiment pas. On va vous hospitaliser demain en urgence. Donc demain vous êtes admise à l'hôpital à 8h. C'est pas moi qui prends les décisions. Mes proches me prennent le lendemain à 8h, je suis à l'hôpital pour une admission. Et en fait j'étais dans une situation d'anorexie. Et donc là, on me fait quoi? On me fait une sonde, on me nourrit, enfin, on me met une sonde dans le cou, enfin, au niveau droit du cou. Et là, donc d'abord, pendant une semaine, on fait des prises de sang, des contrôles, et j'avais des douleurs et je faisais que vomir. On me disait, Madame, il n'y a rien du tout, on ne comprend pas pourquoi vous avez mal, on ne comprend pas pourquoi si, on ne comprend pas, on ne comprend pas. Et j'incitais pour leur dire que j'avais mal et quelque chose qui n'allait pas. Et donc pendant une semaine, on m'a fait des analyses et ce qui m'aidait à tenir entre parenthèses parce que je ne mangeais pas et je ne buvais pas, là on était à quasi un mois, c'était la sonde qui m'aidait. Donc dans la veine, en fait, au niveau du cou,
On me donnait une alimentation pour m'aider à tenir et de la nourriture en poche. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais j'étais en situation d'anorexie en fait, médicale. Et on dit, ok madame, on va essayer de vous laisser rentrer chez vous pour voir comment est-ce que vous allez. Donc là, j'avais fait une semaine à l'hôpital, hospitalisée. On m'a dit, on va essayer de vous laisser rentrer chez vous, voir comment est-ce que vous allez se tenir sans la sonde, etc. Sachant que j'étais toujours incapable de boire et de manger, j'insistais que j'avais mal. Et là, la veille du jour où on me fait rentrer, on me fait une échographie. Et on me dit, madame, non, en fait, le monsieur qui me fait l'échographie, enfin le médecin, il ouvre les yeux comme ça et je regarde en mode, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, votre vésicule, elle est remplie de cailloux. Il faut qu'on débouche ça, sinon ça va exploser. Et j'étais en mode, what? On a fait les analyses avant que je me fasse opérer, donc qu'est-ce qui se passe? Et il était incapable de me dire ce qui s'était passé, mais donc juste après l'échographie, on dit, ok, tu rentres chez toi, déjà pourquoi on fait rentrer... Enfin, bref. Donc voilà, moi je rentre chez moi, et donc j'étais censée attendre une semaine, mais les crises de douleur étaient de plus en plus intenses, et j'hurlais vraiment au sens propre chez moi, c'est-à-dire que quand j'hurlais, tout le monde venait dans ma chambre parce que c'était vraiment impressionnant. Et même en moins de 24 heures, je suis retournée à l'hôpital et je leur ai dit c'est impossible. Donc je suis retournée aux urgences. De là, je me suis fait opérer. Et là, on m'a remis une sonde côté gauche. J'en ai la cicatrice jusqu'aujourd'hui. Et là, on était parti pour on est parti pour presque 3 mois en fait. Donc j'ai fait 3 mois sans boire et sans manger. Dans mon premier mois à l'hôpital, j'ai eu plusieurs interventions. On a été, au lieu avant de penser à me réopérer, on a pensé d'abord à me... J'ai encore une intervention, donc j'ai été plusieurs fois sous anesthésie dans le même mois. J'étais extrêmement faible. On a été me déboucher la vésicule avec un système de gastroscopie, si je ne dis pas de bêtises. Et donc on m'a dit on ne peut pas vous opérer maintenant. En fait, c'était les médecins, il y avait des débats. Il y a un médecin qui disait on va vous réopérer et l'autre qui disait on va pas vous réopérer parce que ça fait moins d'un mois et si on vous réopère, vos organes sont comme du papier toilette dans de l'eau, on va tout casser. Et j'étais en mode ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je savais pas ce qui se passait, mais bon, j'ai pas eu le temps je me suis pas laissé le temps de regretter ce que j'avais. Enfin, je me laissais pas le temps de regretter la décision que j'avais prise. Et donc je me suis dit, tu sais quoi, Nat, on va laisser le temps faire les choses. En fait, je réfléchissais pas, je subissais, on va dire, ce qui se passait. Mais j'avais toujours mes crises de douleur, j'avais toujours mes vomissements, etc. Et après avoir insisté, après avoir changé de médecin plusieurs fois, un médecin vient à conclure par les images de radio que lorsqu'on m'a opéré, on a trop coupé dans l'estomac. Donc en fait, à la fin, je pense qu'entre l'estomac et l'intestin, en fait, ça avait été trop coupé sur la fin. Ce qui faisait que c'était serré et on m'avait donné l'exemple d'un évier qui est bouché et que quand on essaie de faire passer quelque chose, ça remonte à la surface. C'est clairement ce qui se passait avec mon estomac et c'était pour ça que je n'arrivais pas à avaler quoi que ce soit. Et on m'a dit ok, on va pas vous réopérer, mais on a une intervention qui peut être faite, qui est l'intervention du ballon. On le fait pour les patients qui ont l'estomac beaucoup trop serré, etc. Et je me suis dit écoutez, au point où j'en suis, on va le faire. Et 2 jours après, on vient me chercher, donc je me prépare pour l'intervention, etc. Et le médecin vient me voir et il me dit écoutez, il y a une chose qu'on vous a pas dite, c'est que vous avez une chance sur 2 que pendant l'intervention, votre estomac explose. C'est pas un film, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et je lui ai demandé est-ce qu'on peut vivre sans estomac, puisqu'en fait ma situation à l'hôpital devenait tellement longue et intense que pour moi j'étais vraiment, tout pouvait arriver en fait. Et il m'a dit il y a des gens qui vivent sans estomac, c'est possible, mais comme ça moi vous savez que vous acceptez de faire l'intervention, mais que vous avez une chance sur 2 que l'estomac explose quoi. Et là, je me suis dit c'est pas possible. Cette souffrance-là, cette douleur, je sais pas c'est quoi, je sais pas c'est quelle épreuve encore, mais cette période où j'étais à l'hôpital, j'ai lu le livre de Job dans la Bible. Pour ceux et celles qui sont curieux, je vous invite à aller lire le livre. Et je me suis dit, mais en fait, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et je me rappelle ce jour-là, avec ma sonde et tous mes trucs, je me suis mis à genoux et j'ai prié. Et j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de mon histoire, pense à ma famille et ne permets pas à ce que le mal, enfin le pire puisse se faire. Je me suis levée et je suis partie, on m'a emmenée au bloc et Dieu merci, ça s'est bien passé. Et à partir de là, j'ai recommencé à boire quelques gorgées d'eau, etc. Et une semaine après, je suis sortie, enfin, après 3 mois, sans boire et sans manger. En rentrant chez moi, j'ai
je me suis dit, Nat, ok, là c'est 360 ou rien en fait. Euh, je suis vraiment une grande malade. Mais ce que j'ai fait, c'est que 2 semaines après, j'étais passé mes examens. Je me suis dit, je vais reprendre ma vie en main. J'ai envie que tout s'aligne, tout s'arrange. J'avais déjà vécu le pire en fait. Donc je voulais juste que tout s'arrange. En fait, j'ai nié tout ce qui s'était passé pendant cette période-là. J'ai étudié. Ça veut dire qu'une semaine après ma sortie d'hôpital, sous sonde, sous truc, sous ballon dans l'estomac, j'étais sur mon bureau en train d'étudier pour mes examens. Et je les ai tous réussis. Et je suis passée à l'année supérieure. Fin 2023 et pour introduire 2024 aussi, je dirais que c'est vraiment des périodes où j'ai réappris, enfin pour moi je les appelle mon année de la redécouverte, parce que je me suis vraiment redécouverte sous un nouvel angle. J'ai commencé à reprendre confiance en moi, euh, à m'habiller comme je voulais, le poids descend, enfin je perdais du poids aussi, je perdais du poids crescendo, tout commençait à rentrer dans l'ordre. Je dirais que j'étais devenue la vraie moi, la vraie Nathanaëlle. J'étais devenue celle que je voulais être, celle pour qui je priais, enfin, il y a en 2020, 2019-2020, je priais pour être cette version de moi et en 2024, en fait, j'étais cette personne-là. Je dirais que je me suis choisie, j'ai créé mon bonheur et j'ai fait les bons choix pour ma personne et mon histoire. Aujourd'hui, on est en 2025 et pour moi, cette année, c'est c'est une année très challengeante, mais je pense qu'il était temps pour moi de vous raconter mon histoire. Ça fait que quelques temps que j'ai vraiment accepté ce qui s'est passé, que j'ai vraiment accepté mon histoire, parce que quand on perd du poids aussi rapidement, quand on vit une dépression aussi jeune et que la vie nous a vraiment frappé, nous a beaucoup frappé, c'est difficile de tout encaisser. Et c'est que récemment que j'ai vraiment accepté ce qui s'était passé de la fin de mon adolescence à maintenant, et même par ma perte de poids. Ma vie, elle a changé en 360. Bien évidemment, c'est ce que je voulais, mais j'ai fait longtemps un déni que j'avais enfin cette vie-là pour laquelle je priais, et aujourd'hui, j'en suis extrêmement reconnaissante. Je suis enfin prête de réaliser certains projets que j'ai toujours voulu faire, que ce soit dans le domaine du maquillage, ou de l'artistique, ou de ce que je fais, peu importe. Et il était important pour moi de vous partager mon histoire. Et ce sur quoi je voulais vraiment appuyer, c'était vraiment que la santé mentale, c'est extrêmement important. C'est vraiment pas quelque chose à négliger. Consultez si vous en avez besoin. Sachez qu'il y a des gens autour de vous qui vous aiment et qui ont besoin de vous. Et vous avez aussi besoin de vous-même. Je prends le temps de témoigner aujourd'hui pour vous dire que peu importe ce par quoi vous passez, après la pluie vient le beau temps. Je sais que c'est facile à dire, c'est des phrases bateau qu'on entend, mais moi quand je suis en dépression, qu'on me dit ça, je voulais vraiment tout casser, genre au sens propre, en mode je suis dans mon mal-être, pourquoi tu me dis que ça va aller, que ça va pas. Mais aujourd'hui, je suis la preuve vivante pour vous dire que tout peut s'arranger. Je voulais aussi vous dire que vous n'êtes pas seul par ce par quoi vous passez. Cette douleur, cette incompréhension, ce mal-être, je l'ai connu. Et aujourd'hui, je suis la preuve vivante qu'on peut s'en sortir. Je dirais aussi que tout est une question de choix et de timing. Si vous sentez qu'il est temps pour vous de sortir de ce mal-être, de sortir de cette condition de vie qui vous met dans un état euh, qui ne vous plaît pas, qui ne vous met pas, qui vous met dans le mal, il est temps, je pense, pour vous de prendre ce choix et d'avancer. Si vous ne croyez pas en vous, moi je crois en vous. Je voulais faire une mention spéciale pour ma famille, mes frères et sœurs, mes parents, mes cousines et mes amis qui ont été là pour moi. J'ai un entourage en or et je remercierai jamais assez Dieu pour ça. Et particulièrement ma mère, parce que c'est une femme vraiment forte qui a qui a été là avec moi pendant tout le processus de ma transformation. Mes sœurs aussi, mon frère, je vous aime de tout mon cœur. Merci également à toutes les personnes qui ont été patientes avec moi, spécialement mes clientes fidèles. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui comptaient sur moi pour leurs événements, ou qui ont cru en moi-même dans ce que je faisais au niveau de ma carrière. Pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis maquilleuse depuis 8 ans. Et donc j'ai eu des hauts et des bas, j'ai eu des périodes où j'ai arrêté et les gens ne comprenaient pas forcément, mais merci à celles qui me connaissent depuis longtemps d'avoir été patiente, d'avoir pris le temps de prendre de mes nouvelles pour certaines,
On a vraiment créé une vraie relation avec certaines d'entre vous et j'en suis extrêmement reconnaissante et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve aussi. Et, euh, et voilà, c'était bien. C'était nickel. Top. Ok, Très très bon. parfait.